Chers juristes talentueuses et talentueux, nous poursuivons notre série de 5 épisodes du podcast Jurinova par le podcast 24 consacré à la négociation salariale dès lors qu'il y a de l'affect. Et voici la liste des 4 questions que nous allons aborder tout au long de cet épisode. Première question. Comment négocier mon salaire avec mon manager dès lors qu'il y a de l'affect, un lien quasi familial, un sentiment de non-légitimité à réclamer auprès de cette personne? Deuxième question. Est-ce que la fiche de poste mise à jour doit être annexée à la préparation de mon entretien annuel? Troisième question. Est-ce que vous conseillez de passer des entretiens pour négocier son salaire auprès de son entreprise actuelle? Quatrième question. Dans le cadre d'une renégociation, faut-il mentionner que l'on a une promesse d'embauche ailleurs, au niveau de salaire que l'on souhaite et que l'on demande? Entre parenthèses, une sorte de chantage à la démission. Bonjour les juristes talentueuses et talentueux, ici Cynthia Anison-Lorbert et bienvenue dans l'épisode 24 du podcast Jurinova consacré à la négociation salariale dès lors qu'il y a de l'affect. Et pour tous les Jurinova qui nous rejoignent, le podcast Jurinova est un lieu dédié au pilotage de votre carrière de juriste. Je vous partage tous les vendredis des clés pour réussir et rayonner dans votre carrière juridique ou pour bifurquer. Dans cette série de 5 podcasts que je vous délivre sur une durée de 5 semaines, j'ai le plaisir de vous partager les sujets abordés lors de l'atelier carrière que j'ai animé pour les juristes, les responsables juridiques, les directrices et les directeurs juridiques au sein de la FJE le mercredi 21 septembre 2022 sur la thématique « Négocier son salaire tout au long de sa carrière ». De plus, une surprise vous attend pendant ces 5 semaines. Je vous invite à suivre le podcast Jurinova, les newsletters Jurinova, les posts sur LinkedIn sous @Cynthia Anison-Lorbert, sous mon profil, ou sur le feed et les stories Instagram, le compte est @Jurinova Consulting, pour scruter le moment où cette surprise sera dévoilée. Cette surprise répondra à vos nombreuses demandes que je reçois régulièrement. Je l'espère en tout cas bien sincèrement. Patience! Je reviens à cette série de 5 podcasts consacrés à la réussite de votre négociation salariale. Cela peut vous intéresser si vous souhaitez vous préparer à négocier vos conditions salariales, que vous soyez dans l'une de ces situations. Jeune diplômé ou expérimenté, en poste ou en recherche active, que vous ayez déjà pratiqué une négociation salariale ou que vous ayez toujours accepté les propositions sans oser vous renseigner ou demander plus. En effet, avoir son diplôme en poche, voire plusieurs diplômes ou de longues années d'expérience derrière vous, cela est nécessaire, bien entendu, mais insuffisant dans certains cas pour recevoir une rémunération qui corresponde à vos prétentions et à votre valeur intrinsèque. Dans l'atelier carrière que j'ai animé au sein de la FJE, nous avons traité les différentes méthodes d'évaluation de votre niveau de salaire. Celui-ci devra valoriser à sa juste valeur vos compétences et vos expertises, votre niveau d'implication dans votre métier et votre niveau de responsabilité. Nous avons également approfondi les différentes stratégies à adopter pour mener vos négociations avec conviction et sérénité. À l'issue de cet échange de 3 heures pendant l'atelier, les personnes présentes, donc les juristes, les responsables juridiques, les directrices et directeurs juridiques, sont repartis avec les clés pour oser débuter et justifier cette négociation salariale auprès de leur manager. Et compte tenu du nombre de questions et de situations exposées, je vous propose de nous retrouver pendant 5 semaines le vendredi, pendant le podcast, sur les thématiques suivantes. Donc podcast 23, celui d'aujourd'hui, 4 argumentaires pour obtenir une augmentation. Le podcast 24 portera sur comment négocier mon salaire avec mon manager dès lors qu'il y a de l'affect. Plus 3 questions bonus dont vous bénéficierez. Podcast 25, comment demander un salaire supérieur si je change de poste pour rejoindre une autre entreprise. Plus 2 questions bonus. Podcast 26, comment évaluer les à-côtés et peut-on demander la liste en entretien de ces à-côtés. Plus une question bonus en relation avec l'inflation notamment. Podcast 27, déstabilisation.
questions et remarques déplacées sur ses prétentions salariales en entretien. Nous poursuivons notre série de 5 podcasts par le podcast 24 consacré à la négociation salariale dès lors qu'il y a de l'affect. Et voici la liste des 4 questions que nous allons aborder tout au long de l'épisode. Première question. Comment négocier mon salaire avec mon manager dès lors qu'il y a de l'affect, un lien quasi familial, un sentiment de non-légitimité à réclamer auprès de cette personne? Deuxième question. Est-ce que la fiche de poste mise à jour doit être annexée à la préparation de mon entretien annuel? Troisième question. Est-ce que vous conseillez de passer des entretiens pour négocier son salaire auprès de son entreprise actuelle? Quatrième question. Dans le cadre d'une renégociation, faut-il mentionner que l'on a une promesse d'embauche ailleurs, au niveau de salaire que l'on souhaite et que l'on demande? Entre parenthèses, sorte de chantage à la démission en quelque sorte. Nous avons vu la semaine dernière les 4 premières questions. Maintenant, nous allons nous intéresser aux 4 autres questions. Donc, 5e question, comment négocier mon salaire avec mon manager dès lors qu'il y a de l'affect, un lien quasi familial, un sentiment de non-légitimité à réclamer auprès de cette personne? Je vous situe le contexte. Cette juriste est juriste unique et elle a le titre de responsable juridique. Donc, elle est seule dans son équipe. Elle ne se sent pas forcément légitime de réclamer, selon ses propres propos, quelque chose auprès de son manager, qui est la personne qui lui a proposé son premier CDI et qui l'a débauché de son ancienne société pendant son stage. Elle constate également un lien de confiance avec son manager, ce qu'elle apprécie beaucoup au quotidien. Et elle ajoute que c'est très rare de se sentir suffisamment en confiance avec son supérieur. Elle précise qu'il y a aussi une dimension de lien familial. Elle retombe dans son éducation. C'est un lien familial. Nous touchons ici à l'éducation et au conditionnement du jeune enfant, de l'adolescent ou de l'adolescente. Elle ne doit pas réclamer, et c'est l'impression qu'elle a si elle s'autorise à demander. Elle va réclamer, puis être redevable. Ce sont ses blocages, ses propres blocages, ses propres freins qui l'empêchent de demander ici, puisqu'elle a peur d'être redevable, elle a peur de réclamer. Okay. Cela touche à ses valeurs, à son éducation, à son système de valeurs qu'elle a, qu'elle a fondé, qu'elle a acquis peu à peu au fur et à mesure de ses années. Enfin, elle ajoute qu'elle ne se sent pas légitime de demander à cette personne. Elle rencontre un problème de loyauté. Elle a l'impression de ne pas être légitime, comme si elle était dans une posture d'imposture. Bravo pour le jeu de mots. Nous revenons à sa valeur sur le marché du travail, compte tenu de son benchmark entre les différentes études de rémunération des cabinets de recrutement. Donc, elle a fait son benchmark. Je lui demande quelle est sa valeur selon 16 études de rémunération. Elle m'indique 54 000 euros. OK. Je lui demande quelle est sa juste valeur selon elle, quel est le montant qu'elle estime valoir au jour d'aujourd'hui. Comme cela, sans réfléchir, hein, sans plus réfléchir, elle me répond 54 000 euros. 54 000 euros. Et c'est très clair pour elle. OK. Je lui demande sur quoi elle se base. Elle me répond les études que nous venons d'évoquer, ce qui est tout à fait normal. Nous allons aller plus loin pour étayer son argumentaire pour qu'elle se confronte à elle-même. Je lui demande où elle en est de sa fiche de poste. Est-elle à jour de son périmètre au jour d'aujourd'hui et retrace-t-elle bien les diverses évolutions de ses missions, de ses responsabilités, de ses expertises développées et acquises tout au long de ces années? Elle m'indique qu'elle doit la mettre à jour. Ok, donc elle n'a pas forcément tous les éléments factuels encore. En effet, elle bénéficiera d'éléments factuels précis qui lui permettront de dérouler son argumentaire facilement une fois qu'elle aura identifié tous ces éléments, c'est-à-dire ses évolutions de mission, de périmètre, de responsabilité, d'expertise, de compétences. Ces éléments factuels vont lui permettre de retracer son parcours. La clarté apparaîtra et elle sortira dès lors de la confusion qui l'empêche de développer son argumentaire, puisqu'elle est toujours retirée en arrière vers ses principes éducatifs sur le fait de ne pas réclamer, de ne pas demander pour ne pas être redevable non plus. Ensuite, nous revenons à sa loyauté. Cela fait partie de la préparation de l'entretien. C'est ce qu'on fait pendant l'accompagnement mobilité. Je prépare aux entretiens. Okay. Je lui demande et je vous invite, vous qui nous écoutez, à vous poser les questions suivantes pour identifier votre blocage. Qu'est-ce que vous craignez comme réponse de sa part quand vous vous dites « je ne me sens pas légitime de demander à cette personne par loyauté » ? Qu'est-ce que cette personne pourrait vous dire qui va vous déstabiliser? Si cette personne vous répond non, qu'est-ce que cela fait chez vous? Qu'est-ce que cela provoque chez vous? Qu'est-ce que vous ressentez? Que vous dites-vous à vous-même? Êtes-vous encore capable de parler? Êtes-vous capable de poursuivre l'échange?
ou êtes-vous complètement déconnecté de votre cerveau, de votre rationnel? Dans ce cas-là, c'est le moment où il s'agit de rester connecté à son argumentaire et de rassurer sa part émotionnelle qui survient et c'est bien naturel. Donc, les émotions qui surviennent à ce moment-là, ça peut être la peur, la boule au ventre, les mains moites, le cœur qui cogne fort contre sa poitrine, le rouge qui monte aux joues, la déception, la colère, le désarroi, l'amertume, la frustration. Comment gérer ces émotions, allez-vous me demander? Et c'est ce que je vous accompagne également à faire dans l'accompagnement mobilité, tout au long de l'accompagnement mobilité. C'est maintenant que vous allez introduire vos fourchettes, vos 3 niveaux, et vous allez y rattacher vos éléments de marché et vos éléments factuels afin de poursuivre le dialogue, l'échange, la discussion. Cet argumentaire vous permet de rebondir afin d'ouvrir le dialogue et de comprendre ce qui bloque de son côté, du côté de votre interlocuteur. Ok? Alors, dans les questions que vous pouvez vous poser, c'est cette personne, cet interlocuteur, est-ce qu'il y a un budget non prévu, donc il faut le négocier? Sous combien de temps peut-il être négocié? Est-ce qu'il y a une méconnaissance de l'étendue de son périmètre, enfin de mon périmètre, de mes missions? Est-ce qu'il y a une méconnaissance des niveaux de rémunération des juristes sur le marché de l'emploi? Est-ce qu'il y a des salaires plus bas à revaloriser dans l'équipe? Ça peut également être une réponse. OK, donc dans ce cas-là, vous ne pouvez pas obtenir pour vous une augmentation, mais par contre, vous pouvez essayer d'obtenir quelque chose pour vous sentir reconnu dans ce cas. Si d'autres membres de l'équipe vont être priorisés par rapport à vous pour qu'ils arrivent à un niveau de salaire décent ou alors qu'ils doivent, ou dans le cas où ils doivent rattraper des salaires très bas, ce qui arrive fréquemment quand on est manager, eh bien dans ce cas-là, vous n'allez pas être prioritaire cette année pour obtenir une augmentation. Donc dans ce cas-là, qu'est-ce que vous pouvez obtenir en parallèle? Peut-être une formation qui sera financée par le budget formation. La prise en charge de votre adhésion à une association de professionnels du droit, peut-être la FJE. La prise en charge des frais de déplacement, des hôtels et des repas pour aller à vous rendre aux événements de cette association. Je vous invite donc à poursuivre l'échange pour savoir si un budget est prévu, sous combien de temps il l'obtiendra et s'il a besoin de temps pour y réfléchir. Restez bien dans l'échange et dans le dialogue. Rebondissez également en proposant d'en discuter sous 15 jours, sous un mois, sous 3 mois. Basez-vous sur les délais en interne d'échange et de discussion que vous avez habituellement. Vous pouvez proposer cette phrase. On se fixe rendez-vous pour en discuter dans 15 jours ou dans un mois ou dans 3 mois. On prend une demi-heure ensemble. Cela me tient vraiment à cœur qu'on discute de ce sujet de ma rémunération. Et quel budget vous seriez prêt à allouer ou à aller négocier? Et comme je vous l'indiquais ci-dessus, il y a d'autres façons d'être valorisé, si ce n'est pas par l'argent. D'accord, premier point. C'est l'argent, bien entendu, qui vous intéresse parce que vous avez des besoins à combler. D'un côté, les besoins de reconnaissance et de valorisation, et de l'autre, vos besoins matériels en fonction de votre niveau de vie. Bien entendu, nous avons tous des dépenses et un niveau de vie, que l'on soit ou non parent, d'accord? Et donc, on veut bien entendu faire face à ce niveau de vie. Quand cela n'est vraiment pas possible, essayez d'obtenir quand même autre chose pour votre propre estime de vous-même. Cela vous démontrera, et à votre cerveau également, c'est-à-dire à votre système cognitif, que vous avez su mener votre négociation jusqu'à obtenir une autre compensation, une formation, l'adhésion à une association, la participation à certains événements professionnels avec la prise en charge de tous les frais, des avantages en nature, une voiture, un téléphone, un PC portable, etc. Concernant le lien familial, la loyauté, le fait de se sentir redevable, cela est abordé en coaching individuel lors des divers accompagnements. Donc, je vous recite mes 4 accompagnements. Il y a l'accompagnement mobilité, l'accompagnement orientation, qui est un bilan de compétences calibré pour les juristes, responsables juridiques et directrices, directeurs juridiques, l'accompagnement prise de poste et l'accompagnement coaching professionnel, qui est du développement professionnel sur la gestion du temps, la gestion des émotions, l'assertivité et le leadership et la gestion des situations conflictuelles ou situations difficiles. Donc, pour ces problématiques de loyauté et du fait de se sentir redevable, je vous invite à réécouter les épisodes du podcast 16 relatif à votre loyauté et l'épisode 20 relatif au syndrome de l'imposteur qui vous guideront également. Vous retrouvez bien entendu ces épisodes également en article de blog sur mon site internet www.jurinova.fr. Que vous préfériez lire les articles de blog ou écouter les podcasts, peu importe. Vous retrouvez également cet épisode 16 et cet épisode 20, donc relatif à la loyauté d'un côté et relatif au syndrome de l'imposteur de l'autre, sur ma chaîne YouTube, @jurinova. D'accord? Vous les avez également en vidéo si vous préférez. Je vous invite réellement à vous intéresser à cette notion de loyauté et cette notion du syndrome de l'imposteur.
Nous venons de traiter la question comment négocier mon salaire avec mon manager dès lors qu'il y a de l'affect, un lien quasi familial, un sentiment de non-légitimité à réclamer auprès de cette personne. Et maintenant, nous nous intéressons à la deuxième question. Est-ce que la fiche de poste mise à jour doit être annexée à la préparation de mon entretien annuel? Je vous invite à mettre à jour régulièrement votre fiche de poste afin de consigner vos nouvelles missions, vos nouvelles compétences, vos nouvelles expertises, vos nouvelles réalisations. Je préconise aux juristes que j'accompagne une périodicité semestrielle, tous les 6 mois. Cela vous permet en parallèle de mettre à jour régulièrement votre CV, votre profil LinkedIn, et cela vous est beaucoup plus facile puisque vous avez déjà travaillé tous les éléments. Concrètement, une fois que vous avez mis à jour votre fiche de poste, vous pouvez mettre à jour votre CV, votre profil LinkedIn, vos pitchs, vos présentations courts et longs. Et donc, c'est bien plus facile pour parler de vous. Il s'agit ici de votre personal branding, du marketing de soi. D'accord? La fiche de poste doit-elle être annexée à la préparation de l'entretien? Si celle-ci a pour objectif d'être reconnue par les RH, je vous conseille de l'introduire pendant l'entretien en demandant à votre manager de faire le nécessaire pour qu'elle soit mise à jour par avenant à votre contrat de travail, enfin, dans l'hypothèse où cette fiche de poste est annexée à votre contrat de travail initialement. Elle doit donc faire partie du compte-rendu de cet entretien et ou de la synthèse. Je ne sais pas si vous avez un compte-rendu ou une synthèse. Et donc, ça doit bien en faire partie et ça fait partie de vos demandes, d'accord, des actions à mettre en œuvre. Je préconise de... Enfin, pour l'entretien, ça dépend de quel outil vous utilisez en interne. S'il y a un outil développé ou non en interne, vous avez les synthèses, le compte-rendu et vous avez vos demandes et vos actions à mener, les demandes de formation, etc. Donc, regardez bien ce qu'il y a et dans les demandes, dans les actions, les vôtres et ceux du manager, il peut y avoir justement le fait de mettre à jour la fiche de poste. Donc, pour ma part, je préconise de l'introduire pendant l'entretien afin de dialoguer, c'est-à-dire communiquer clairement sur votre demande en face à face, en one-to-one. Si vous l'annexez à la préparation, donc en amont, votre demande, elle est implicite et elle n'est pas étayée par vos arguments et une franche discussion claire et transparente. Votre manager peut se sentir pris en défaut. Privilégiez toujours la communication, même lorsque la communication n'est pas fluide avec votre manager. Cela sera toujours plus précis et fluide que par écrit interposé sans explication ni argumentaire. Attention à ne pas donner à votre entretien une connotation négative ou tendue ou de faire en sorte qu'on se sente sur la défensive avant même que l'entretien ne commence. Cette connotation négative peut être induite par le fait de communiquer à votre interlocuteur un document sans en discuter ouvertement. D'accord? Donc votre interlocuteur pourrait l'interpréter de la mauvaise manière et se sentir sur la défensive, comme si vous insinuez que vous n'avez toujours pas reconnu que j'ai évolué et que cette augmentation et ce titre vont de pair normalement. D'accord? Euh, il faut dérouler un argumentaire de manière construite et sans mettre en défaut l'autre. D'accord? Prenez le temps de l'échange afin de recueillir sa position et de comprendre si un budget est disponible ou non et de pouvoir développer vos arguments basés sur des éléments factuels. N'oubliez pas que les éléments que vous allez avancer peuvent lui servir à aller négocier un budget complémentaire pour vous augmenter vous. OK? L'entretien annuel n'est pas une finalité en soi, ça peut être une des étapes de votre négociation, de votre process de négociation. Je vais vous répéter ce que je vous ai dit dans le podcast 23, c'est le début de votre discussion. D'accord? C'est le début de votre négociation. Celle-ci peut durer 15 jours, 1 mois, 3 mois, 6 mois, 1 an, plus. L'obtention du budget ou la priorisation d'autres personnes peut être l'un des freins sans remettre en cause votre professionnalisme ni vos compétences. Dans ce cas, et comme je vous le disais dans l'épisode 23, cherchez à obtenir autre chose, une compensation notamment par le biais des formations qui touchent à un autre budget, celui des formations. En conclusion, privilégiez Privilégiez toujours la qualité de l'échange afin d'agir dans le respect d'une relation de confiance. La confiance se construit sur le long terme et le respect se cultive au quotidien. Voilà, on vient de traiter la deuxième question. Est-ce que la fiche de poste mise à jour doit être annexée à la préparation de mon entretien annuel? Maintenant, on passe à la troisième question. Est-ce que vous conseillez de passer des entretiens pour négocier son salaire auprès de son entreprise actuelle? Alors, je vais interpréter la question dans le sens suivant, puisque cette question m'a été posée pendant l'atelier carrière, hein, et donc pour être sûr de l'interprétation et de la réponse que je vais faire, du périmètre de la question, je vous la reformule. Est-ce que je peux me servir d'informations sur mon niveau de rémunération recueilli pendant les entretiens que j'ai passés à l'extérieur et faire valoir ce niveau de salaire pendant l'entretien avec mon manager pour revaloriser mon salaire? C'est-à-dire que je me sers de ce qu'on m'a proposé à l'extérieur
pour négocier en interne. Attention, en jouant ce jeu, c'est vraiment à manier avec beaucoup de prudence. Je préconise de toujours partir des données du marché et de les compléter par l'évolution du périmètre de votre poste. Les éléments recueillis pendant les divers entretiens sur votre niveau de salaire et le niveau de salaire que ces autres employeurs proposent font bien entendu partie des données du marché. Ils vont vous servir à déterminer votre fourchette comprenant 3 niveaux, mais ils sont insuffisants. Ok, donc quand moi j'accompagne en accompagnement mobilité, on travaille ces 3 niveaux qui vont constituer votre fourchette. On peut se servir de ces éléments-là, bien entendu, mais ils sont insuffisants. Ok? Et c'est pour construire la fourchette. On est dans l'étape de préparation. On n'est pas dans l'étape de la négociation à ce stade-là. Donc à cela, donc à ces éléments-là, il est important de combiner les études de rémunération des cabinets, les différents niveaux de rémunération repérés sur les annonces, les différents niveaux de rémunération de vos homologues, les éléments de votre fiche de poste, d'où l'importance de valider à votre entrée en fonction votre fiche de poste initiale et de la faire évoluer au fur et à mesure des extensions de mission. Je fais une petite parenthèse, mais c'est vraiment très très important, hein. Quand j'accompagne sur l'accompagnement prise de poste, on travaille cet élément. On travaille la fiche de poste initiale qui diffère systématiquement de la fiche de poste annoncée lors du recrutement, d'accord? Donc pendant la période des 3 mois, la période d'audit, les 3 premiers mois d'une prise de poste, on refixe sa fiche de poste réelle, d'accord? Qui n'est pas identique à celle du recrutement, bien souvent. Donc, il est important également de combiner votre valeur intrinsèque. Quelle est votre propre estimation de votre juste valeur? Challengez-vous vous-même, c'est ce que je disais dans le podcast 23. Vraiment, challengez-vous vous-même. À combien vous vous estimez vous-même, ok? Et de comprendre quelle est la marge de manœuvre de votre manager. S'engage-t-il à obtenir un budget? Sous combien de temps? Peut-il proposer quelque chose d'autre en attendant? Une formation, par exemple, sur le budget formation. C'est ce que je vous disais tout à l'heure pour la question 1. La question 2, pardon. J'attire votre attention sur le fait de ne pas mettre non plus en défaut l'entreprise dans laquelle vous travaillez pour ne pas créer un conflit inutile dans votre négociation avant même que l'échange n'ait commencé et que vous ayez pu dérouler tout votre argumentaire. Donc, je vous déconseille d'arriver à l'entretien et de dire: je veux une augmentation de 10 000 euros car dans telle entreprise, il me propose 10 000 euros de plus. Disons qu'il y a une sémantique à travailler et qu'il faut l'aborder d'une autre manière. Commencez par: un profil comme le mien sur le marché du travail, au jour d'aujourd'hui, est valorisé entre 75 000 euros et 90 000 euros. Qu'en pensez-vous? Connaissez-vous la valeur des juristes avec mon profil sur le marché du travail sur les 18 derniers mois? Et oui, cela bouge beaucoup, hein, depuis 18 mois. Donc, post-Covid, ça a beaucoup bougé et ça bouge encore. Donc, comme je vous le disais dans le podcast 23, prenez le temps d'exposer votre valeur sur le marché et de l'affiner pour amener la discussion à votre demande en 3 temps, selon les 3 niveaux de votre fourchette que vous aurez définis en amont. D'accord? Et c'est bien ce que nous préparons pendant l'accompagnement mobilité. Cet argumentaire en 3 niveaux, c'est votre fourchette, c'est l'argumentaire que l'on construit. Et gardez bien à l'esprit qu'il est important de garder des rapports harmonieux avec la personne en face de vous, celle avec qui vous êtes en train de négocier. Vous avez le droit de ne pas être d'accord sur le fond, bien entendu. Et, et mon propos n'est pas de vous en dissuader, bien entendu. En revanche, il s'agit de gérer les émotions, le débordement émotionnel, donc notamment la colère, la déception, la frustration, l'impression de ne pas être reconnu à sa juste valeur, qu'il convient ici de gérer. Votre interlocuteur n'a peut-être pas toutes les cartes en main, donc essayez de comprendre quelles sont les cartes qui peuvent jouer. Un dernier point. Préparez-vous également à entendre une réponse forte si vous exposez ces propositions de salaire. Il peut vous dire d'aller voir ailleurs et ajouter que l'herbe n'est pas plus verte ailleurs. Ok? Donc attention, votre interlocuteur peut être amené à avoir des réactions émotionnelles également fortes qui peuvent vous choquer et donc créer chez vous-même des débordements émotionnels. Ok? Donc, soyez vigilants avec l'utilisation de cet argumentaire. Combinez-le réellement à tous les éléments que je viens de vous citer. Et pour ma part, c'est une expérience que j'ai moi-même vécue lorsque j'étais juriste junior. J'avais été chassée par des dépositaires luxembourgeois, donc forcément le niveau de salaire par rapport à un niveau de salaire français était bien entendu bien supérieur. Et pourtant, je n'avais aucune envie de quitter le service que j'avais participé à créer. Je voulais pas le quitter, je voulais continuer l'aventure, je voulais juste être reconnue à ma juste valeur. Et j'ai donc fait valoir ces niveaux de rémunération qu'on me proposait au Luxembourg pour essayer d'obtenir une augmentation sans construction d'un argumentaire basé sur un benchmark de plusieurs éléments de marché pour en discuter habilement.
Je me suis vue répondre de la sorte et donc ne rien obtenir. Comme quoi, vous pouvez aller voir ailleurs, mais l'herbe n'est pas plus verte ailleurs. Et voilà. Par la suite, lorsque je me suis fait coacher, j'ai appris à analyser cette situation et mes erreurs pour construire un échange ouvert et construit sur divers éléments complémentaires qui m'ont permis de rebondir tout au long de mes entretiens. Et cela m'a également permis d'apprendre à recueillir des informations de mon interlocuteur, afin de connaître l'étendue de son pouvoir de négociation au niveau des budgets et donc de déterminer s'il était le bon interlocuteur ou s'il devait convaincre quelqu'un d'autre pour obtenir un budget. Et cela m'a servi à plusieurs reprises. Voilà, on vient de traiter la question 3. Est-ce que vous conseillez de passer des entretiens pour négocier son salaire auprès de son entreprise actuelle? On passe à la question 4 qui recoupe un petit peu la question 3, mais on va aller un petit peu plus loin. Dans le cadre d'une renégociation, faut-il mentionner que l'on a une promesse d'embauche ailleurs au niveau de salaire que l'on souhaite et que l'on demande? Donc c'est une sorte de chantage à la démission en quelque sorte, hein. C'est ce que m'a indiqué la personne en atelier quand elle m'a posé cette question. Sorte de chantage à la démission. Comme je viens de le dire, je préconise toujours de conserver des rapports harmonieux avec votre interlocuteur. Lorsque vous travaillez dans un secteur d'activité, le monde peut être petit. Donc, si vous faites cela dans votre entreprise, si vous jouez à ce jeu-là et que cela se sait dans l'autre entreprise qui vous a délivré une promesse d'embauche et qui parie sur vous, et qu'un jour vous devenez responsable ou directeur ou directrice juridique, cela peut vous poursuivre. Donc soyez toujours éthique et gardez des rapports harmonieux. Le réseau, c'est important, la réputation est importante. Celle-ci peut vite être ternie. Donc faites bien attention, c'est vraiment à manier avec prudence, car une carrière, c'est long. Et la carrière juridique nécessite d'être éthique. Il y a un cas où je préconise de l'utiliser si vous êtes sûr de vous. C'est si vous avez décidé de quitter votre entreprise actuelle, si elle refuse de vous accorder cette augmentation ou cette revalorisation de salaire. Dans ce cas, vous êtes prêt à en assumer les conséquences par une mobilité externe. Il n'y a donc pas de sujet, peu importe. Cela nécessite de soigner dans ce cas-là votre sémantique et de maîtriser la manière de l'amener sur la table, si vous voulez. À partir du moment où vous êtes clair avec vous-même sur vos intentions, vous pouvez déclencher ce type d'entretien. En revanche, si vous êtes frustré et que vous considérez que vous devriez gagner plus en vous basant uniquement sur cet argument de la promesse d'embauche, mais qu'au fond de vous, vous n'avez aucune intention de changer d'entreprise et d'accepter cette promesse d'embauche, alors dans ce cas-là, je préconise de réunir des éléments de marché complémentaires afin de construire un argumentaire complet, bien plus solide, qui repose sur des éléments factuels et non seulement sur vos émotions qui vous submergent quand vous avez vu que vous n'étiez pas rémunéré à hauteur de ce que le nouvel employeur pourrait vous rémunérer, afin bien entendu de revenir au rationnel pour pouvoir convaincre. Comme je le disais pour la question précédente, la question 3, cette promesse d'embauche constitue un début de piste très sérieux. Vous allez tenir compte de cette information, mais vous allez la combiner et il est important de la combiner avec les études de rémunération des cabinets, les différents niveaux de rémunération repérés sur les annonces, les différents niveaux de rémunération de vos homologues, les éléments de votre fiche de poste, d'où l'importance, comme je le disais tout à l'heure, de toujours valider à votre entrée en fonction votre fiche de poste réelle. Et vous allez le combiner également avec votre valeur intrinsèque. Vous allez vous challenger. Quelle est votre propre estimation de votre juste valeur à vous-même? D'accord? Si vous avez suffisamment d'éléments factuels, vous avez une fiche de poste qui a évolué. Vous avez différentes compétences, différentes expertises. Vous avez une promesse d'embauche ailleurs, vous avez benchmarké les différentes études de rémunération et les différentes annonces correspondant à votre profil et votre niveau de responsabilité. Alors oui, vous pouvez dérouler votre argumentaire. S'ils n'ont pas les moyens de vous augmenter parce qu'il y a d'autres considérations que vous ne connaissez peut-être pas ou s'ils ne veulent tout simplement pas vous augmenter pour X raisons, cette décision leur appartient. Alors oui, en fin de discussion, vous pouvez évoquer cette promesse d'embauche. Mais attention, dans ce cas-là, il convient d'être prêt à envisager le fait de quitter votre entreprise ou d'accepter le flot d'émotions qui va vous submerger. Et peut-être aussi de poursuivre la négociation sur plusieurs mois afin de convaincre et d'influencer. Sincèrement, quand je suis passée de juriste à responsable juridique, ce type de fonctionnement, je l'appréciais très très moyennement parce que cela ne démontrait pas, à mes yeux, bien entendu, une éthique, un courage et une autonomie très forte. D'accord, je préférais que la personne vienne me poser noir sur blanc sa demande avec des éléments factuels à l'appui, le périmètre des missions, les compétences, les expertises qui ont évolué. Je préférais qu'elle m'indique quand et pourquoi cela a évolué. J'avais besoin que le contexte me soit posé et rappelé. Et j'avais besoin de vérifier que la personne avait bien mesuré l'ampleur ou non de l'évolution de son poste.
Et j'appréciais lorsque sa demande était combinée aux données de marché. Ça voulait dire qu'elle était allée plus loin, qu'elle avait cherché à se confronter au marché et à se challenger elle-même. Pourquoi m'avez-vous demandé en atelier? Donc je vous partage la question. On m'a demandé pourquoi pourquoi ça me tenait à cœur que la personne vienne me voir en direct. Parce que d'un, cela me permettait de me rendre compte qu'elle avait étayé sa recherche, qu'elle avait fait ses recherches concrètes. Et cela me renseignait moi-même et m'obligeait moi-même à me confronter au marché du travail et à revoir et repenser ma politique salariale dans mon équipe. Enfin, cela me permettait de me rendre compte lorsque nous n'avions pas correctement valorisé les compétences, les acquis d'expérience, les acquis des expertises, notamment pour les personnes les plus discrètes de l'équipe, à qui cela demandait un effort extrême de venir poser ce sujet de leur rémunération sur la table. Car souvent, ces personnes pensent qu'en faisant très bien leur travail, en atteignant les objectifs, elles obtiendront forcément de la reconnaissance financière, comme les bonnes notes qui tombaient en classe lorsqu'elles avaient bien bossé leur cours. Cela n'est pas forcément le cas en entreprise, car ce ne sont pas les mêmes règles du jeu. Lorsqu'elles ne font pas savoir l'étendue de leurs responsabilités, de leur mission, de leurs expertises, parfois cela reste inconnu aux yeux des managers, et encore plus s'il n'existe pas de système de report et d'objectifs trimestriels, semestriels, etc., mais des objectifs précis. Il s'agit ici et encore du personal branding, le fameux marketing de soi dont je vous ai parlé tout à l'heure. J'ai été dans cette posture en début de carrière également lorsque j'étais juriste junior. Je ne connaissais pas les règles enfin, je ne connaissais que les règles de l'école. Je n'avais pas encore découvert ni même compris les règles à jouer en entreprise. En bon élève, je travaillais beaucoup, j'avais beaucoup de bons résultats, mais aucune revalorisation. J'ai appris à mes dépens, en observant les autres notamment, ceux qui maîtrisaient parfaitement le calendrier d'attribution des budgets annuels et l'art du personal branding, comment ils négociaient leur salaire sur des semaines et des semaines afin d'obtenir ce qu'ils s'étaient fixé au départ. Qu'est-ce qu'ils mettaient en avant concrètement? Alors, avec mon côté idéaliste, je pensais que ceux qui avaient peu de résultats concrets étaient peu augmentés, et ceux qui avaient beaucoup de résultats l'étaient naturellement, sans demander, voire réclamer, car à l'époque, je considérais que le fait d'entamer une discussion autour de la négociation de mon salaire était en fait réclamer quelque chose. Bon, c'est une question d'éducation et de conditionnement, comme je l'ai déjà évoqué dans le podcast 23. Donc, je vous laisserai écouter le podcast 23 si vous voulez en savoir plus sur ces questions d'éducation et de conditionnement, notamment de la bonne élève, le fameux syndrome de la bonne élève. J'ai finalement pris conscience que l'un n'empêchait pas l'autre. La question était de savoir comment se mettre en valeur et utiliser les éléments de marché à bon escient afin de construire un argumentaire convaincant et impactant. Je pense que nous pouvons toujours trouver une solution ensemble et ce n'est pas en venant menacer de partir ailleurs parce que j'ai une promesse d'embauche. Ce peut être mal interprété, d'accord? Enfin, il y a tout de même le cas de la situation très conflictuelle. Dans ce cas-là, si vous êtes prêt ou prête à partir ailleurs, chez cet autre employeur, vous pouvez vous servir de votre promesse d'embauche si vous vous sentez capable de faire face au conflit qui risque de s'envenimer. Dans cette situation, je préconise de prioriser les critères et c'est ce qu'on fait pendant l'accompagnement mobilité. Les critères peuvent être quitter un environnement conflictuel, prioriser une revalorisation de salaire, prioriser un CDI sans période d'essai, prioriser une distance, prioriser un type de management, prioriser un secteur d'activité, etc., etc. C'est ce que nous faisons dans les accompagnements orientation et mobilité. Nous établissons la liste de vos critères prioritaires afin que vous soyez clair sur les options que vous avez envie de prendre. En conclusion, pour faire face à l'affect en entretien, pour construire votre argumentaire, sans forcément n'utiliser qu'un seul argument, c'est-à-dire l'argument de la promesse d'embauche ou de la valeur qui vous a été donnée pendant un entretien, je vous invite à développer vos argumentaires sur 4 points. Premier point, votre valeur sur le marché de l'emploi en benchmarkant les études de rémunération des cabinets de recrutement. Deuxième point, vous confrontez cette valeur aux valeurs affichées sur les offres d'emploi, aux valeurs recueillies pendant les entretiens d'embauche et à la valeur affichée sur la promesse d'embauche dont vous bénéficiez. Troisième point, vous ajustez cette valeur compte tenu des grilles salariales disponibles en interne ou des éléments recueillis en interne également ou chez vos homologues. Donc pour cela, je vous invite à vous reporter au podcast 23, je le traite dans le podcast 23. Et quatrième argument, vous finalisez cette valorisation par les éléments nouveaux de votre fiche de poste, mise à jour qui retrace l'évolution de votre périmètre, de vos missions, de vos expertises, de vos compétences.
Et j'ajouterai bien entendu un point bonus. Challengez-vous en votre fort intérieur. À combien vous estimez-vous compte tenu de tout ce que vous apportez à vos dossiers, à vos clients, à votre service, à votre entreprise? Voilà, vous êtes prêt ou prête à construire votre argumentaire. C'est ce que nous construisons ensemble dans l'accompagnement mobilité pendant 4 mois. Je vous accompagne à construire ces 4 argumentaires basés sur 3 niveaux. Si vous êtes intéressé, j'ouvre 3 places en novembre sur les 5 habituellement disponibles. Et oui, j'ai déjà une juriste et une directrice juridique qui ont réservé leur accompagnement individuel. J'espère que cet épisode vous a plu. Je vous invite à lire l'article de blog associé à cet épisode sur le site www.jurinova.fr si vous préférez lire. Je vous offre également un cadeau de bienvenue, la roadmap dédiée à la réussite de votre négociation salariale. Vous y trouverez les 6 étapes à respecter et les 4 erreurs à ne surtout pas faire. Pour obtenir votre roadmap gratuite dédiée à votre négociation salariale, c'est très simple. Rendez-vous sur mon site www.jurinova.fr sur la page accueil et téléchargez-la, c'est gratuit et j'espère surtout que cela vous aidera. Je vous invite également à vous abonner à la newsletter hebdomadaire des Jurinova. Mon objectif, que vous fassiez une pause le mercredi dans votre quotidien surchargé. Je vous partage des conseils, des astuces, des livres inspirants, des podcasts passionnants et autres inspirations à travers des emails privés. Vous profiterez également de contenus inédits. Pour vous abonner, c'est toujours très simple. Rendez-vous toujours sur mon site www.jurinova.fr sur la page accueil. Je suis votre hôte, Cynthia Nison-Lorbert. Cela fait plus de 15 ans que j'exerce le droit, pour ceux qui ne le savent pas encore. Donc, je suis la fondatrice du cabinet Jurinova, dédié à la stratégie de carrière des juristes. Je suis comme vous une ancienne responsable juridique en fusion et acquisition. J'ai donc exercé pendant 15 années dans un groupe financier international, donc surtout au niveau des fonds d'investissement. Et je suis encore responsable juridique au sein de mon cabinet de consulting et de coaching, qui est aussi un organisme de formation certifié Calliope et donc éligible au CPF pour votre plus grand bonheur, c'est-à-dire vous permettre de bénéficier de mes accompagnements via le financement de votre CPF, ce qui vous facilite quand même le financement. Alors, que ce soit le bilan de compétences qui est calibré pour les juristes, les responsables juridiques, les directrices et directeurs juridiques, que ce soit l'accompagnement à la mobilité, que ce soit l'accompagnement à la prise de poste, ou que ce soit le coaching professionnel sur 4 mois où on aborde votre gestion du temps, votre gestion des émotions, donc toute votre intelligence émotionnelle, votre assertivité et votre leadership. Et quatrième thématique, c'est la gestion de situations complexes, voire conflictuelles. Donc voilà pour les 4 accompagnements que je vous propose. Donc je suis également coach professionnel certifié, spécialisé dans les transitions professionnelles des juristes. Et j'interviens également très régulièrement à la FJE pour animer des ateliers carrière à destination des juristes. Autant vous dire que le sujet de la carrière des juristes est une passion pour moi. J'ai donc décidé d'en faire mon métier tout en continuant à l'exercer. Voilà, c'est la fin de ce nouvel épisode de Jurinova. Un grand merci à tous d'avoir écouté l'épisode jusqu'ici. J'espère que le format vous a plu. Si oui, dites-le moi avec 5 étoiles, même un petit commentaire sur l'appli Apple Podcast ou Spotify ou Deezer. Cela ne vous prendra que quelques instants et 1000 merci. C'est vraiment précieux pour moi, cela m'aide à faire connaître le podcast Jurinova. Si les commentaires, ce n'est pas votre truc, ce n'est pas grave, hein. Il y a d'autres moyens de m'aider. Vous pouvez tout simplement en parler autour de vous. Vous prenez 2 à 3 amis, 2 à 3 collègues et puis vous leur diffusez le podcast et moi, de mon côté, ça m'aide énormément et qui sait, cela les aidera aussi peut-être. Quoi qu'il en soit, merci pour votre temps. N'hésitez pas à m'indiquer aussi les sujets qui vous intéressent si vous avez envie que j'aborde certaines thématiques au micro du podcast. Écrivez-moi sur LinkedIn, donc sur mon profil, Cynthia Nison-Lorbert, ou sur Instagram en messagerie privée. Le compte, c'est @Jurinova Consulting. Merci. Nous nous retrouvons la semaine prochaine pour le podcast 25, le 3e de cette série de 5 épisodes consacrés à la réussite de votre négociation salariale. Et la semaine prochaine, nous traitons la question suivante. Comment demander un salaire supérieur si je change de poste pour rejoindre une autre entreprise? Et bonus, je traiterai 2 questions complémentaires.
Bon week-end à tous, les juristes talentueuses et les juristes talentueux. Prenez soin de vous. Bye bye.